Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h12 et Céline Pina comme chaque vendredi. Bonjour Céline. Bonjour. Alors Céline, vous revenez sur cet accord qui a été scellé hier et qui sera détaillé d'ailleurs aujourd'hui à la mi-journée du Front Populaire, l'alliance de gauche. Qu'est-ce que vous avez pensé de la naissance de ce nouveau Front Populaire ? Eh bien qu'à droite comme à gauche, chacun avait ses vaudevilles. Il faut reconnaître que le second devrait s'avérer plus performant électoralement parlant que le premier. Tout d'abord, revenons sur la comédie en mode risque de rupture de l'union de la gauche qui a occupé une partie de la journée. C'est le déroulé normal de ce type de négociation. Cette dramatisation a pour but de faire avaler les concessions forcément accordées, surtout si l'un des deux partenaires est plumé. Les compromissions deviennent compromis acceptables quand ils sont érigés en sacrifice pour l'union. L'union, ce mythe de la gauche, bien plus classe qu'un sordide, la fin justifie les moyens, mais qui y aboutit tout aussi souvent. Vous avez une vision plutôt cynique quand je vous écoute sur la politique, non ? Au contraire, en fait, elle est plutôt élevée. Mais là, la ficelle était quand même vraiment un peu grosse. Un ancien habitué de ces tractations me disait « La gauche n'a pas les moyens de s'offrir un cas de conscience, encore moins une morale et même des lignes rouges. Elle doit sauver ses postes. Si elle est laminée, certains partis pourraient disparaître. Alors que s'ils sont unis, quoi qu'il se passe, il y aura un gain. C'est à la fois existentiel et absolument sans risque. Tous les sondages le montrent. Et de toute façon, tout le monde sait qu'on ne bâtit pas un projet en 24 heures. On fait juste semblant. » Oui, c'est ça. Alors, vous dites que la gauche n'a pas les moyens de s'offrir un cas de conscience. Qu'est-ce qui a chopé, rappelez-nous aussi, dans les négociations ? Rien, que dis-je, une paille, une poussière, un souffle de pollen. Mais Libération en parle vraiment mieux que moi. Voici leur titre. Les négociateurs butent sur la question de l'antisémitisme. C'est sûr que lorsqu'on éteint les lumières, on bute sur beaucoup de choses. Un autre dossier posait problème, la qualification du Hamas. Le définir comme mouvement terroriste est un point de rupture pour LFI. On a donc eu une annonce en fanfare, tout tambour et trompette déployés, pour nous annoncer comme un espoir immense l'avènement d'un nouveau front populaire, lequel compte combattre le fascisme, en tout cas selon ses dires, aux côtés d'un parti qui a répandu l'antisémitisme par calcul électoral, la LFI. La gauche croit-elle vraiment renaître en se posant en championne de l'antifascisme ? Cela alors que pour des postes, elle s'allie avec des gens qui, face à un pogrom, refusent de qualifier de terroristes ceux qui se sont comportés comme des nazis ? On a le droit de sacrifier ses principes à sa survie sociale. En tout cas, c'est humain. Mais on ne se pose pas alors en grande conscience et en héritier de Jean Moulin. On boit sa honte. Oui, c'est ça. Et sur quelle base alors l'accord se fait ? En toute honnêteté, on s'en moque. La gauche et ses électeurs aussi d'ailleurs. Cet accord est un pur accord électoral. En si peu de temps, franchement, c'est déjà pas si mal. En fait, la gauche rêve de gagner et de toute façon, ils savent qu'ils gagneront en pouvoir. En revanche, ils auront réussi à abîmer un peu plus la politique. En acceptant de débattre de la façon dont devait être qualifié le pogrom commis en Israël par le Hamas, la gauche a montré très vite que le 8 juillet effaçait le 7 octobre. Et qu'entre ses intérêts et le fait de combattre réellement la haine des Juifs ou tout simplement de dénoncer un crime contre l'humanité, elle faisait vite son choix. En attendant, la lettre au Père Noël a été écrite. La gauche est pour le bien et contre le mal. On en est ravis pour elle. C'est les premières infos qui ont fuité montrent clairement qu'on est dans la déclaration d'intention. Mais curieusement, dès hier soir, si la question de la répartition des circonscriptions avait été annoncée comme réglée, celle de l'antisémitisme, en revanche, avait été évacuée. Le communiqué ne l'évoque même pas. En revanche, les rodomontades en mode no passaran sont érigées en posture de base. La fausse vertu se porte décidément très bien. C'était déjà ridicule, cela devient indécent. Bon, beaucoup de commentaires, j'imagine, et de réactions, évidemment, de l'autre côté. Vous pourrez appeler au 0826 300 300. Et Clémentine Autain réagira aussi tout à l'heure. Elle est l'invitée politique de Jean-Jacques Bourdin à 8h30. Jean-Baptiste Noé, vous êtes resté avec nous. C'est vrai que, alors, à gauche, mais même peut-être un petit peu aussi à droite pour certains, on va au-delà, parfois, de ses propres idées pour faire de la politique, quoi, non ?
On oublie que dans une démocratie, ce sont les urnes qui décident, ce sont les électeurs qui décident. Donc il y a une logique électorale qui a été enclenchée dimanche, avec le RN qui a fait 35%. Et vous avez 35, 32, 33. Et bien donc vous avez tout simplement des personnes qui vont calculer combien de voix il leur faut pour rester, pour garder leur siège de député. Et ce sont les urnes qui décident. Et c'est les Français qui, par leur vote, ont œuvré à cette recomposition politique. Et après, les partis en font les conséquences et les analyses qu'ils doivent s'opérer. Ouais, c'est ça. Bien sûr, c'est Olivier Faure, par exemple, à gauche. Il sait que s'il n'a pas le soutien et cet accord, il risque de perdre son poste, comme Brigitte Barège, la maire de Montauban que j'avais de l'autre côté, LR, que chez elle, évidemment, si elle ne passe pas, entre guillemets, un accord avec le RN, elle n'aura plus son poste. En fait, le calcul est très simple, en tout cas pour la gauche, c'est de dire de toute façon, sur le même territoire, si j'ai en face de moi le RN et un échantillon de Macron, tous ces gens-là vont se bouffer le nez. Si moi je suis le seul candidat et qu'en face il suffit qu'il y ait un LR, un Reconquête, un RN, plus un candidat macroniste, plus... À la fin, je peux être minoritaire et gagner, tout simplement parce que la division en face m'offre un boulevard. Et c'est ce qu'a très bien compris la gauche. Elle comprend qu'en présentant qu'un seul candidat passe en conscription, elle se donne un avantage et que les autres n'auront jamais la capacité de passer ce type d'alliance. Les autres, vous voulez dire à droite, quoi. Oui, parce que entre à gauche, la droite modérée et la droite... Oui. Parce qu'à gauche, pour passer, c'est ça. Parce qu'à gauche, pour passer des alliances, vous pouvez passer des alliances avec n'importe qui, et même immonde. C'est ce qui est en train de se passer. Vous pouvez vous asseoir sur tout ce que vous êtes, cracher sur des lignes rouges comme l'antisémitisme, comme le fait de qualifier le Hamas, il y a eu, j'avais Ariel Veil tout à l'heure, qui disait que non, lui, il regardait circo par circo, mais vous pensez qu'il sera étouffé, entre guillemets, par cette majorité, quoi, non? C'est possible. Il y a le précédent de 1997, lorsque Jacques Chirac avait dissous l'Assemblée nationale. Si les socialistes avaient été majoritaires, c'est parce qu'ils avaient gagné dans des triangulaires. C'est-à-dire que les voix de droite étaient divisées entre FN et RPR de l'époque. Et c'est ça qui avait permis à la gauche d'avoir des circonscriptions en faisant 36-37% des voix, donc en arrivant premier dans une triangulaire. Et c'est ce que veulent éviter aujourd'hui les restes de LR qui sont assemblés au Rassemblement national. C'est éviter la triangulaire pour ne pas perdre avec 20% des voix. Exactement. Et en fait, l'idée, c'est que la gauche pense qu'elle peut vaincre en étant minoritaire dans le pays, mais en étant majoritaire grâce à ce système de triangulaire. Ce qui est très dangereux parce que à l'époque, en 97, la société n'était pas aussi polarisée. Aujourd'hui, si vous retrouvez avec une société qui a des attentes qui correspondent en fait à ce que propose en partie LR ou le RN et qui se retrouve gérée par une gauche qu'elle va juger non légitime, là vous pouvez avoir une explosion extrêmement forte. Donc on est dans une situation où on imagine mal que ces législatives nous permettront de sortir par le haut. Ouais, c'est ça. Vous qui venez des rangs de la gauche, Céline Pina, vous avez l'impression justement que parfois c'est la politique qui passe au-dessus de tout, quoi. Au-dessus des idées. Là, c'est même pas au-dessus des idées, c'est au-dessus de la morale de base. Ne pas savoir combattre un crime contre l'humanité, c'est impardonnable. Je n'ai pas de mots. Et de l'autre côté, à droite, où parfois on peut oublier, par exemple, pour certains LR qui vont quand même au RN alors qu'ils ne sont pas d'accord avec des idées en fait et des choix politiques. Mais j'allais dire, je pense que les lignes rouges n'ont pas été franchies par le RN aujourd'hui sur des questions qui sont très concrètes, c'est-à-dire le 7 octobre, c'est pas de la théorie. Les gens qui ont été massacrés, les gamins qui ont été massacrés, c'est réel. Les gens enlevés et réduits en esclavage, c'est réel. Et ne pas savoir se positionner face à ces réalités-là, moi je trouve ça effrayant. Allez, dans un instant, nous allons prendre un petit peu de hauteur et voir avec vous, Jean-Baptiste Noé, notamment comment la France est perçue de l'étranger, ce qui se dit. On va voir ça dans un instant et puis on fera un petit panorama des votes en Europe ce week-end puisque vous êtes spécialiste des questions internationales. 8h22.